Chapitre 26. Gorgo l'aigle. La vallée alpestre. Très loin au nord, entre les fiels de Laponie, il y avait un vieux nid d'aigle perché sur une saillie d'une abrupte paroi de rochers. L'aire était construite avec des branches de pin. Au cours des années, elle avait été augmentée et renforcée. À présent, elle s'étalait sur près de 2 mètres de largeur et s'élevait presque à la hauteur d'une tente de Lapon. La muraille de pierre dominait une assez grande vallée, habitée en été par une bande d'oies sauvages. Dissimulée entre les montagnes et presque ignorée des hommes, même des Lapons, la vallée était un refuge excellent. Au centre s'arrondissait un petit lac où il y avait abondance de nourriture pour les oiseaux, et les rives, couvertes de hautes touffes d'osiers nains et de petits bouleaux chétifs, offraient aux oies des cachettes excellentes pour couver leurs œufs. De tout temps, des aigles avaient habité le rocher et des oies sauvages le fond de la vallée. Tous les ans, les aigles en ravissaient quelques-unes, en ayant soin toutefois de ne pas en prendre tant que les oies ne revinssent plus. Les oies sauvages, de leur côté, profitaient malgré cela de la présence des aigles. Ils étaient des brigands, mais ils tenaient éloignés les autres brigands. 3 ans environ avant l'époque où Niels Holgersson voyageait avec les oies sauvages, la vieille oie guide Akka de Kebnekaise regardait un matin, du fond de la vallée, l'aire des aigles. Les aigles partaient pour la chasse peu après le lever du soleil. Les étés précédents, Akka avait tous les matins guetté leur départ afin de s'assurer qu'ils ne choisissent pas la vallée comme terrain de chasse. Elle n'attendit pas longtemps. Beaux mais redoutables, les 2 oiseaux s'élancèrent bientôt dans l'air. Ils se dirigèrent vers la plaine cultivée. Akka poussa un soupir de soulagement. La vieille oie avait cessé de pondre des œufs et d'élever des petits. En été, elle passait son temps à aller de l'un à l'autre entre les nids et à donner de bons conseils sur la façon de couver et de soigner les petits. En outre, elle guettait non seulement les aigles, mais aussi les renards alpins, les hiboux et tous les autres ennemis qui menaçaient les oies et leurs couvées. Vers midi, Akka se mit à épier le retour des aigles, comme elle l'avait fait depuis des années. Elle voyait à leur vol s'ils avaient fait une bonne chasse, auquel cas elle se sentait tranquille pour les siens. Mais ce jour-là, elle ne les vit point revenir. « Décidément, je me fais vieille, pensa-t-elle, après avoir attendu un bon moment. Les aigles ont dû rentrer depuis longtemps. Au cours de l'après-midi, elle ne cessa pas de surveiller la montagne, s'attendant à voir les aigles sur le gradin, où ils prenaient ordinairement leur repos du soir. Le soir, elle les attendit encore, à l'heure où ils se baignaient dans le lac. Et de nouveau, elle se plaignit d'être devenue vieille. Elle ne pouvait admettre que les aigles ne fussent pas revenus. Le lendemain, Akka s'éveilla de bonne heure pour tâcher de voir les aigles, mais ce fut encore en vain. En revanche, elle entendit dans le calme du matin un cri, à la fois furieux et pitoyable, et qui semblait provenir de l'air. Elle s'enleva rapidement et monta assez haut pour pouvoir plonger le regard dans le nid des aigles. Elle n'y découvrit ni l'aigle mâle, ni l'aigle femelle. Dans le grand nid, il n'y avait qu'un aiglon, à demi nu, qui criait de faim. Lentement, comme hésitante, Akka descendit vers l'air. C'était un endroit lugubre. On voyait bien qu'on était chez des brigands. L'air et le gradin de la montagne étaient jonchés d'os blanchis, de plumes et de lambeaux de peau ensanglantée, de têtes de lièvre, de becs d'oiseaux et de pattes de lagopèdes couvertes de plumes. L'aiglon lui-même, qui reposait au milieu de tous ces détritus, était affreux à voir, avec son gros bec ouvert, son corps lourd à peine duveté, et ses ailes rudimentaires, où les pennes futures perçaient comme des épines. Akka finit par vaincre son dégoût et vint se poser au bord de l'aire, regardant avec inquiétude autour d'elle, car à chaque instant, elle s'attendait à voir revenir les aigles. « Ce n'est pas trop tôt qu'on vienne enfin à mon aide !» cria l'aiglon. « Apporte-moi tout de suite à manger !»« Pas si vite !» dit Akka. « Dis-moi d'abord, où sont tes père et mère ?»« Est-ce que je sais ? Ils sont partis hier matin en me laissant un méchant lemming pour toute nourriture. Tu comprends bien qu'il est fini il y a longtemps. C'est honteux de me laisser ainsi mourir de faim. »
Akka commença décidément à croire que les vieux aigles avaient été tués. Elle se dit que, si elle laissait l'aiglon mourir de faim, on serait débarrassé à l'avenir de toute cette famille de brigands. Pourtant, il lui répugnait trop de ne pas secourir un petit sans défense. « Qu'est-ce que tu attends » cria l'aiglon avec impatience. « N'as-tu pas entendu que je veux quelque chose à manger ?» Akka ouvrit les ailes et se laissa tomber jusqu'au petit lac du fond de la vallée. Et bientôt, elle remonta avec une truite dans le bec. L'aiglon éclata de colère en voyant le poisson. « Tu crois que je veux manger ça ?» siffla-t-il en repoussant la truite de la patte. « Apporte-moi sur le champ un lagopède ou un lemming, tu entends ?» Akka allongea le cou et pinça fortement l'aiglon à la nuque. « Écoute bien ce que je te dis, » fit la vieille oie. « Si tu veux que je t'apporte à manger, tu te contenteras de ce que je te donnerai. Ton père et ta mère sont morts et ne pourront par conséquent plus rien pour toi. Si tu veux mourir de faim, en attendant des lagopèdes et des lemmings, je ne t'en empêcherai pas. » Là-dessus, elle s'envola et ne reparut dans l'air qu'après une bonne heure. L'aiglon avait dévoré le poisson. Et lorsqu'elle déposa devant lui une autre truite, il l'avala sans dire un mot, bien qu'il parût la trouver peu appétissante. Akka eut un rude travail. Les vieux aigles ne revinrent point, et elle dut à elle seule nourrir l'aiglon. Elle lui apporta des poissons et des grenouilles. L'aiglon ne sembla point se trouver mal de ce régime. Il devenait grand et vigoureux. Il oublia vite ses parents, les aigles, et prenait Akka pour sa véritable mère. Akka, de son côté, l'aimait comme son propre enfant. Elle s'efforça de lui donner une bonne éducation et de le déshabituer de sa férocité naturelle et de son arrogance. 2 ou 3 semaines plus tard, Akka s'aperçut que le temps approchait où elle allait muer et devenir, pendant quelque temps, incapable de voler. Pendant toute une lunaison, elle ne pourrait apporter à manger à l'aiglon. « Voilà, Gorgo, » lui dit Akka, « je ne pourrai plus t'apporter du poisson. Il s'agit de savoir si tu pourras te transporter dans la vallée. Il faut choisir, ou mourir de faim ici, ou te jeter en bas, ce qui pourra également te coûter la vie. » Sans répliquer, et sans l'ombre d'une hésitation, l'aiglon grimpa sur le bord du nid. Il ne daigna même pas mesurer la distance des yeux, étendit ses bouts d'ailes et s'élança. Il pirouetta plusieurs fois en l'air, mais sut pourtant tirer parti de ses ailes assez pour arriver en bas, à peu près indemne. Dans la vallée, Gorgo passa ensuite l'été en compagnie des oiseaux. Il se considérait comme un des leurs et tenta de vivre comme eux. Lorsqu'ils se jetaient à la nage, il les suivait et manqua se noyer. Il était très humilié de ne pouvoir apprendre à nager et s'en plaignit à Akka. « Pourquoi ne puis-je pas nager comme les autres ? » « Tes serres sont devenues trop crochues pendant que tu restais là-haut sur la montagne, » dit Akka. « Mais ne te désole pas, tu seras un brave oiseau quand même. » Les ailes de l'aiglon grandissaient vite, mais il n'eut pas l'idée de s'en servir pour voler avant l'automne, époque où les oiseaux apprirent à voler. Ce fut pour lui un fier moment, car dans ce sport, il fut vite le premier. Ses camarades ne restaient jamais longtemps dans l'air, il y passa bientôt tout son temps. Il ne s'était pas encore rendu compte qu'il était d'une autre espèce que les oies, mais il remarqua une foule de choses sur lesquelles il questionna Akka. « Pourquoi les lagopèdes et les lemmings se sauvent-ils lorsque mon ombre tombe sur le fiel ? Ils ne montrent pas cette terreur devant les oiseaux. » « C'est que tes ailes ont trop poussé pendant que tu étais là-bas sur le gradin, » dit Akka. « Cela les effraie. Mais ne te désole pas, tu n'en seras pas moins un brave oiseau. » Quand les oies sauvages partirent en automne pour leur migration, Gorgo les suivit. Ils se considéraient toujours comme des leurs. Or, l'air était rempli d'oiseaux en route pour les pays chauds, et ce fut un beau tapage lorsqu'ils aperçurent dans la suite d'Akka un aigle. Des essaims de badauds entouraient toujours le triangle des oies. Akka les suppliait de se taire. Mais comment lier tant de langues bavardes ? « Pourquoi m'appelle-t-il l'aigle ?» demandait sans cesse Gorgo, toujours plus agacé. « Ne voit-il pas que je suis des vôtres ? Je ne suis pas de ces mangeurs d'oiseaux qui dévorent leurs pareils. »
Un jour, il passait au-dessus d'une ferme où des poules picoraient dans la basse-cour. « Un aigle! Un aigle !» crièrent les poules en se sauvant éperdument. Mais Gorgo, qui avait toujours entendu nommer les aigles comme de terribles malfaiteurs, ne put maîtriser sa colère. Il abaissa ses ailes, fonça droit sur une poule et lui enfonça ses serres dans le corps. « Je t'apprendrai, moi, que je ne suis point un aigle !» criait-il furieux, en lui donnant des coups de bec. À ce moment, il entendit la voix d'Aka qui l'appelait. Obéissant, il remonta. L'oie sauvage vola au-devant de lui pour le châtier. « Qu'est-ce qui te prend ?» dit-elle, en lui donnant un coup de bec. « Était-ce ton intention de tuer la pauvre poule ? Tu n'as pas honte ?» Comme l'aigle se laissait morigéner sans résistance par l'oie sauvage, une tempête de cris et de risées se déchaîna dans la foule des oiseaux. L'aigle entendit les rires et se tourna vers Akka avec des regards courroucés, comme s'il voulait l'attaquer. Puis tout à coup, il vira brusquement, s'élança vers le ciel à grands coups d'ailes vigoureux, monta si haut qu'aucun cri ne pouvait lui arriver, et ne cessa de planer tant que les oies purent l'apercevoir. 3 jours plus tard, il apparut de nouveau parmi les oies sauvages. « Je sais maintenant qui je suis, » dit-il à Akka. « Puisque je suis un aigle, il faut bien que je vive comme vivent les aigles. Mais il me semble que nous n'en pourrions pas moins être amis. Jamais je n'attaquerai, ni toi, ni personne de ta race. » Akka s'était fait un point d'honneur d'élever un aigle en faisant de lui un oiseau doux et inoffensif. Elle ne voulut pas admettre que Gorgo allât vivre à sa guise. « Crois-tu donc que je serai l'ami d'un mangeur d'oiseaux ?» dit-elle. « Vis comme je t'ai appris à vivre, et je te permettrai de suivre la bande. » Tous les deux étaient fiers et indomptables, tous les deux incapables de céder. Akka finit par défendre à l'aigle de se montrer devant elle, et sa colère fut si forte que nul n'osa plus prononcer le nom de Gorgo. Depuis ce jour, Gorgo erra dans le pays, solitaire et haï de tous, brigand redoutable. Il était souvent d'humeur sombre, et souvent sans doute, il regrettait le temps où il croyait être une oie sauvage et jouait avec les oiseaux. Parmi les animaux, il avait acquis une grande renommée de hardiesse. On disait qu'il ne craignait au monde qu'un seul être, Akka, sa mère adoptive. On racontait en outre qu'il n'attaquait jamais une oie. En captivité. Gorgo n'avait que 3 ans. Il n'avait point encore songé à chercher une compagne et à se fixer, lorsqu'il fut pris par un chasseur et vendu au Skansen. Il y avait déjà là quelques aigles. Ils étaient enfermés dans une volière de barres et de fils de fer, élevés en plein air et assez vaste pour contenir un assez gros tas de pierres et 2 arbres. Pourtant, les oiseaux y languissaient. Ils demeuraient presque toute la journée immobiles à la même place. Leur beau plumage perdait son lustre et se hérissait, et leurs yeux plongeaient dans l'espace avec une fixité désespérée. Pendant la première semaine de sa captivité, Gorgo était encore vif et éveillé. Mais peu à peu, un lourd engourdissement l'assoupit. Comme ses camarades, il commença à rester immobile des heures durant, sans compter les jours. Un matin, qu'il sommeillait selon son habitude, il s'entendit appeler d'en bas. Il eut peine à secouer sa torpeur pour baisser les yeux vers le sol et demander « Qui est-ce qui m'appelle ?»« Mais Gorgo, tu ne me reconnais donc plus ? C'est Poussée qui suivait les oies sauvages. » Akka est-elle aussi prisonnière ? demanda Gorgo, en faisant un effort pour réunir ses pensées, comme après un long sommeil. « Non, Akka et le jarre blanc et les autres oies sont sans doute en Laponie à cette heure-ci, » répondit le gamin. « Moi seul je suis prisonnier. » Niels parlait encore, quand il vit le regard de l'aigle s'éteindre et reprendre sa fixité. « Aigle royal !» cria le gamin. « Dis-moi si je puis te rendre service. » Gorgo le regarda à peine. « Ne me dérange pas, Poussée, dit-il. Je rêve. Je plane là-haut dans les airs. Je ne veux pas être réveillé. »« Il faut te remuer et t'intéresser à ce qui arrive autour de toi, » exhorta Niels. « Sinon,
Tu auras bientôt l'air aussi piteux que les autres aigles. Je voudrais être comme eux. Ils sont si bien partis dans leurs rêves que rien ne saurait plus les émouvoir, répondit Gorgo. La nuit venue, tandis que les aigles dormaient, un léger bruit se fit entendre sur le toit de la volière. Les deux vieux aigles ne se dérangèrent nullement, mais Gorgo s'éveilla. « Qui est là sur le toit ?» demanda-t-il. « C'est Poussé, Gorgo. Je suis en train de limer quelques fils de fer pour que tu puisses t'envoler. » L'aigle leva la tête, et dans la nuit claire, il aperçut le gamin. Il eut un mouvement d'espoir, auquel succéda vite l'abattement. « Je suis un grand oiseau, Poussé, » dit-il. « Comment veux-tu limer assez de fils pour me laisser passer ? Il vaut mieux ne pas te fatiguer et me laisser où je suis. »« Dors et ne t'occupe pas de moi, » dit le gamin sans se laisser décourager. « Je te délivrerai avant que tu ne sois tout à fait abîmé. » Gorgo se replongea dans le sommeil. Quand il se réveilla, il vit que plusieurs fils étaient limés. Ce jour-là, il fut moins assoupi que les jours précédents. Il exerça un peu ses ailes en voltant entre les branches pour secouer la rigidité de ses membres. Un matin, au moment où la première lueur de l'aube s'allumait sous le ciel, Poussé l'éveilla. « Essaie maintenant, Gorgo !» L'aigle leva la tête. Le gamin avait fait un assez grand trou dans le filet. Gorgo remua les ailes et y monta. 2 ou 3 fois, il échoua et retomba dans la volière. Mais finalement, il se dégagea et sortit. D'un vol fier, il monta jusqu'au nuage. Le petit Poussé le regardait avec mélancolie, souhaitant que quelqu'un lui rendît la liberté à lui aussi. « Si je n'étais pas lié par ma promesse, pensait-il, je trouverais bien un oiseau qui me ramènerait parmi les oies. » On s'étonnera peut-être que Clément Larsson n'eût pas rendu la liberté aux tomtes. Mais il faut se rappeler combien le petit ménétrier avait la tête tournée en quittant le Skansen. Le matin de son départ, il avait pourtant songé aux tomtes. Malheureusement, il ne trouva pas de bol bleu. Et tous les gens du Skansen, Lapon, Dalecarlienne, jardiniers et ouvriers, tous venaient prendre congé de lui. Au moment du départ, n'ayant toujours pas pu mettre la main sur un bol bleu, il eut recours au service d'un vieux Lapon. « Il y a ici au Skansen un tomte, lui confia-t-il. Je lui donne à manger tous les matins. Prends ces quelques sous, tu achèteras un bol bleu, tu y mettras demain matin un peu de nourriture et le placeras sous le perron de la cabane de Bolnas. » Le Lapon eut l'air très étonné, mais Clément n'avait pas le temps de lui fournir de longues explications, car il était temps de se rendre à la gare. Or, le Lapon était en effet descendu dans la ville pour exécuter sa promesse. Mais, ne trouvant pas de bol bleu qui fît son affaire, il en acheta un blanc, que par la suite il remplit régulièrement tous les matins et plaça à l'endroit indiqué. Voilà comment, Clément étant parti, Niels demeura retenu au Skansen par sa promesse. Cette nuit-là, le gamin soupirait plus que jamais après la liberté, car le printemps et l'été étaient venus pour tout de bon. Le sol était vert, les bouleaux et les peupliers arboraient des feuilles soyeuses, les cerisiers et beaucoup d'autres arbres étaient en fleurs. Les chênes dépliaient prudemment leurs petites feuilles, les pois, les haricots et les choux poussaient dans les plates-bandes du Skansen. Comme il serait bon de naviguer dans l'air tiède sur le dos du Jar par une belle journée, et de regarder la terre parée et ornée d'herbes vertes et de belles fleurs. Assis sur le toit de la volière, il réfléchissait à ces choses quand l'aigle descendit subitement comme une flèche et se posa à côté de lui. « J'ai seulement voulu vérifier si mes ailes ont encore de la force, » expliqua-t-il. « Tu n'as pas cru, j'espère, que je t'abandonnais dans la captivité ? Monte sur mon dos et je te conduirai auprès de tes camarades de voyage. »« Impossible !» soupira Niels. « J'ai donné ma parole de rester ici, jusqu'à ce qu'on me rende ma liberté. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» fit Gorgo. « On t'a amené ici de vive force, puis on t'a contraint de donner ta promesse, et tu te prétends lié par une promesse ainsi extorquée ? Je te remercie de ta bienveillance, mais il faut que je la tienne, cette parole. Tu ne peux rien pour moi. »« Je ne peux rien ?
Nous verrons bien, dit Gorgo. Au même moment, il saisit Niels Holgersson entre ses fortes serres, s'éleva avec lui jusque dans les nuages et disparut dans la direction du nord. Chapitre 27. À travers le Gästrikland. Mercredi 15 juin. L'aigle ne s'arrêta que loin, au nord de Stockholm. Il descendit sur une colline et rouvrit ses serres. Aussitôt libre, Niels détala de toutes ses forces pour retourner au Skansen. L'aigle fit un bond, le rattrapa et mit la patte sur lui. « Comprends maintenant, poussé, dit-il, pourquoi je veux te reconduire parmi les oies sauvages. J'ai entendu dire que tu es très en faveur auprès d'Aka. Je voudrais que tu intercèdes pour moi. » « Je voudrais bien t'être utile, Gorgo, dit Niels, mais je suis tenu par ma parole. » Puis, à son tour, il raconta comment Clément Larsson l'avait racheté au pêcheur et était parti, sans le délier de sa promesse. Mais l'aigle ne voulut point renoncer à son projet. « Écoute-moi bien, poussé, dit-il. Mes ailes peuvent te transporter n'importe où, et mes yeux voient tout. Je saurai bien retrouver Clément. Tu t'arrangeras avec lui. Ce sera ton affaire. » Niels approuva fort cette proposition. « Je vois bien, Gorgo, que tu as eu une mère adoptive, sage, comme la vieille Aka de Kebnekaise. » Puis, il ajouta qu'il avait entendu dire que Clément était de Hälsingland. « Alors, nous chercherons dans tout le Hälsingland, depuis Lingbo jusqu'à Melancio. Et demain soir, je pense bien que tu pourras t'entendre avec cet homme, » dit Gorgo. Ils se remirent en route, en bons amis cette fois. Niels prit place sur le dos de l'aigle, qui le porta rapidement à travers tout le Gästrikland. Après avoir atteint la contrée forestière du nord de la province, Gorgo descendit, se posa sur le sommet d'une montagne dénudée, et quand le gamin eut mis pied à terre, il lui dit « Il y a du gibier ici, et je ne me croirai vraiment libre que lorsque j'aurai fait une partie de chasse. Occupe-toi comme tu voudras pendant ce temps, mais trouve-toi ici, au coucher du soleil. » Seul, là-haut, le gamin se sentit assez désemparé. Il s'assit sur une pierre et regarda la montagne nue et les grandes forêts d'en bas. Il n'y était pas depuis longtemps quand il entendit chanter dans les bois. Il vit quelque chose de clair monter entre les arbres. Il reconnut bientôt un drapeau bleu et jaune et comprit, par le chant et le gai brouhaha, que le drapeau précédait un cortège qu'il ne pouvait encore distinguer. Le drapeau montait le long des sentiers zigzagants. Où allait-il ? Montait-il par hasard au vilain plateau nu où Niels était assis ? Cependant, le drapeau débouchait à la lisière de la forêt, suivi par tous ceux à qui il montrait la route. Il y eut un fourmillement de têtes et tant d'animation que Niels n'eut pas le temps de s'ennuyer un seul instant. Le jour de la forêt. Sur le large dos de la montagne où Gorgo avait laissé pousser, un incendie avait passé, une dizaine d'années auparavant. Les arbres carbonisés avaient été abattus et enlevés. La hauteur s'élevait, nue et terriblement déserte. Des souches noires entre les pierres témoignaient que jadis il y avait eu là des bois, mais on ne voyait nulle part les jeunes pousses sortir de la terre. Les gens s'étonnaient que la montagne ne se reboisât pas, mais on oubliait que lors du grand incendie, le sol avait souffert d'une longue sécheresse. Aussi, non seulement les arbres avaient tous brûlé, ainsi que la bruyère et la mousse, le myrte bâtard et l'érel, toute la végétation, mais le terreau même, peu profond sur le rocher, était devenu sec et friable comme de la cendre. Au moindre souffle, il tourbillonnait, et la hauteur, balayée par tous les vents, découvrit bientôt son ossature de roc. L'eau des pluies contribuait encore à emporter la terre, et depuis 10 ans que le vent et l'eau s'étaient conjurés pour nettoyer la montagne, elle était devenue si dénudée et si chauve qu'on pouvait croire qu'elle resterait ainsi jusqu'à la fin du monde. Mais voici qu'un jour, on avait convoqué tous les enfants de la commune devant une des écoles, chacun d'eux portant sur une épaule une pioche ou une bêche, et à la main un panier de provisions.
La petite armée se mit en route vers la montagne, drapeau en tête, escortée des maîtres et des maîtresses d'école, et suivie de 2 gardes forestiers et d'un cheval qui traînait une charretée de plants de pin et de graines de sapin. Cette longue procession suivit les vieux petits chemins des chalets d'été. Les renards étonnés sortaient le museau de leur tanière et se demandaient quels étaient ces gardeurs de bestiaux sans bêtes. Elle traversa les clairières des anciennes meules de charbon, et les becs croisés se disaient en eux-mêmes : quels sont donc ces nouveaux charbonniers ? Enfin, le cortège arriva sur la hauteur incendiée. Les pierres s'y étalaient, nues, sans ce revêtement de fines guirlandes de lignée qu'elles avaient jadis. Les roches s'étaient dépouillées de la belle mousse argentée et du lichen que broutent les rennes. L'eau noire qui stagnait au creux des rochers n'était bordée ni de feuilles de calla, ni de surelles. Les petits coins de terre qui restaient dans les crevasses ne portaient ni fougères, ni pyrroles blanches, ni rien de toutes ces choses vertes, rouges, légères, délicates, gracieuses, qui d'ordinaire tapissent le fond des forêts. On eût dit qu'un rayon de soleil illuminait la montagne grise lorsque les enfants de la commune s'y répandirent. On y revoyait donc quelque chose de fin, de gai, de frais, de rose, quelque chose de jeune et de vivant. Lorsque les enfants se furent reposés et que leurs paniers de provisions leur eurent rendu des forces, ils saisirent leurs pioches et leurs bêches. Le garde forestier leur montra comment s'y prendre pour planter les petits pins partout où ils pouvaient trouver un peu de terreau. Tout en jardinant, les enfants s'entretenaient d'un air grave et capable de l'importance de leur travail. Les petits plants de pin lieraient le terreau et empêcheraient le vent de l'emporter. Puis il se formerait du terreau nouveau sous les arbres. Des graines tomberaient et dans quelques années, on cueillerait des framboises et des myrtilles, là où aujourd'hui il n'y avait que le roc nu. Et les petits plants deviendraient de grands arbres. On en bâtirait peut-être un jour des maisons et des beaux navires. Il est heureux que nous soyons venus maintenant, pendant qu'il reste encore un peu de terre dans les creux, disaient les enfants. 1 minute de plus, il eût été trop tard. Et ils sentaient vivement leur importance. Pendant que les enfants travaillaient, père et mère se demandaient curieusement s'ils réussiraient. Ce n'était évidemment qu'une plaisanterie que de faire planter des bois à des mioches pareilles, mais ce serait drôle de les voir à l'œuvre. Et voilà le père et la mère en route pour la montagne. Dans la forêt, ils rencontraient d'autres parents. « Vous allez là-haut ? » ?»« Mais oui, pour voir les enfants. Nous aussi. »« Ils ne feront que s'amuser, bien certainement. »« Oh, ils seront las avant d'avoir planté beaucoup d'arbres. » Et voilà père et mère arrivés là-haut. Ils se contentèrent d'abord de regarder avec plaisir tous les petits minois roses entre les pierres grises. Puis ils s'intéressèrent à leur travail. Pendant que quelques-uns plantaient de petits arbres, d'autres traçaient des sillons et semaient des graines. D'autres arrachaient la bruyère qui étoufferait les plants. Les enfants se donnaient à l'ouvrage de tout leur cœur. Après avoir regardé un moment, père se mit à donner un coup de main pour arracher la bruyère. Et bientôt, toutes les grandes personnes que la curiosité avait attirées prirent part au travail. Le plaisir pour les enfants en était doublé. Et toute la commune fut bientôt réunie là-haut et besognait ferme. Certes, c'est un plaisir que d'ensemencer son champ au printemps, en songeant aux belles gerbes de blé qui pousseront de la terre. Mais comme ce travail était plus captivant encore. Ce ne seraient pas de faibles tiges vertes qui monteraient de ces semailles, mais des arbres aux troncs vigoureux et aux puissants rameaux. Ces semailles ne produiraient pas une récolte d'un été, mais la végétation de plusieurs années. Elles réveilleraient sur la montagne le bourdonnement des insectes, le chant des merles, le jeu des coqs de bruyère, toute l'animation de la vie sur le plateau désert. Et elles seraient comme un monument élevé pour les générations futures. On aurait pu leur laisser une hauteur dénudée et morne. Et voilà qu'elles hériteraient d'une belle forêt fière. Les descendants, en y réfléchissant, comprendraient que leurs ancêtres avaient été des gens sages et bons, et penseraient à eux avec des sentiments de respect et de reconnaissance. Chapitre 28. Une journée en Hälsingland. Jeudi 16 juin. Le lendemain, Niels traversait le Hälsingland.
Le pays s'étendait, printanier, sous ses yeux. Les pins et les sapins avaient arboré des pousses vert clair, les bouleaux des petits bois de tendres feuilles, l'herbe des prés une verdure nouvelle, et les champs un tapis de jaune blé. C'était un pays accidenté et boisé, mais traversé par une vallée qui s'étendait toute claire, d'où partaient d'autres vallées, les unes étroites et courtes, les autres larges et longues. Ce pays, pensa Niels, est vert comme une feuille, et les vallées se ramifient à peu près comme les veines d'une feuille. Au milieu de la vallée centrale coulait un fleuve qui à plusieurs endroits s'élargissait en lac. Sur les rives du fleuve, il y avait des prairies, auxquelles succédaient, un peu plus haut, des champs. Et enfin, devant la lisière de la forêt, s'élevaient les fermes. Elles étaient grandes et bien bâties, et se suivaient sans interruption. Les églises se dressaient au bord du fleuve et autour d'elles, des villages s'étaient groupés. C'était un beau pays. Le gamin put le voir tout à son aise, car l'aigle remontait les vallées l'une après l'autre, en quête du petit ménétrier, Clément Larsson. Comme le matin avançait, il y avait une animation extraordinaire dans beaucoup de fermes. Les portes des étables s'ouvraient à deux battants, et l'on faisait sortir le bétail. C'étaient de belles vaches claires, de petite taille, agiles, à la démarche sûre, gaies et cabriolantes. Puis ce fut le tour des veaux et des moutons, et leur joie de sortir, après le long hiver, se manifestait par des bonds et des gambades. Des jeunes filles, sac au dos, couraient entre les bêtes. Un gamin, muni d'une longue gaule, s'efforçait d'empêcher les moutons de se débander. Un chien se démenait parmi les vaches, aboyant et jappant. Le fermier attelait un cheval à une charrette, chargée de tinettes à beurre vides, de clayons à fromage et de provisions. Tout le monde riait et fredonnait. Les gens étaient aussi heureux que les bêtes. Enfin, on se mit en route pour la forêt. Une jeune fille, marchant en tête, lançait de temps en temps des appels sonores. Le bétail la suivait. Le berger et le chien couraient de tous côtés pour s'assurer qu'aucun animal ne restait en arrière. Le paysan et le valet fermaient le cortège, retenant chacun d'un côté la charrette qui tressautait sur l'étroit sentier caillouteux. C'était décidément le jour où, selon la coutume, les fermiers du Hälsingland envoyaient leurs troupeaux passer l'été dans la montagne, car de chaque vallée, on voyait monter et pénétrer dans les bois de joyeux cortèges. Du fond sombre de la forêt montaient toute la journée les appels des gardeuses et le tintement des grelots. Vers le soir, on arrivait à des clairières où se dressait une petite étable basse et 2 ou 3 cabanes grises. À leur entrée, dans l'étroit enclos, les vaches mugissaient gaiement en reconnaissant leur pâturage d'été. Et elles se mettaient aussitôt à brouter l'herbe savoureuse et tendre. Les gens transportaient dans une des cabanes les objets dont on avait chargé la charrette, de l'eau et du bois. Bientôt, la fumée montait de la cheminée, et les jeunes filles, le petit berger et les hommes s'installaient pour manger autour d'une pierre plate. Gorgo, l'aigle, était sûr qu'on trouverait le petit ménétrier parmi ces gens qui montaient au chalet. Mais les heures se passaient sans qu'on le découvrît. Après avoir plané au-dessus du pays dans tous les sens, l'aigle parvint, au soir tombant, à un chalet isolé au haut de la montagne. Les gens et le bétail venaient d'y arriver. Les hommes coupaient du bois, les filles de ferme étaient occupées à traire les vaches. « Regarde là-bas, dit Gorgo, je crois bien que le voici. » Il descendit très bas, et Niels reconnut, non sans étonnement, qu'il avait raison. En effet, le petit Clément Larsson fendait du bois dans l'enclos du chalet. Gorgo s'abattit sur un arbre un peu éloigné des maisons. « J'ai accompli ce que j'avais promis, dit-il. Tâche maintenant de t'arranger avec cet homme. Je t'attendrai ici, au sommet de ce pin touffu. » Dans le chalet, le travail du jour était fini. Le souper mangé et les gens causaient. Il y avait longtemps déjà qu'on avait passé une nuit d'été dans la forêt. Aussi n'avait-on nulle envie de se coucher. Il faisait d'ailleurs plein jour. Les jeunes filles laissaient par moments tomber leur ouvrage, regardaient vers les bois et se souriaient à elles-mêmes. « Nous voici encore une fois ici, disait-elle, en soupirant d'aise.
L'agitation du village s'effaçait de leurs esprits et la forêt les enveloppait de sa paix profonde. Quant à la maison, elles avaient pensé qu'elles passeraient tout l'été seules dans la forêt. Elles comprenaient difficilement comment elles feraient pour supporter cette solitude. Mais à peine au chalet, elles sentaient que c'était ici le temps le plus heureux de leur vie. Tout à coup, l'aînée des gardeuses leva la tête et dit gaiement : « Il me semble que nous ne devons pas demeurer en silence ce soir, lorsque nous avons parmi nous un conteur comme Clément Larsson. S'il nous raconte une belle histoire, je lui donnerai le cache-nez que je suis en train de tricoter. » Cette proposition fut accueillie avec acclamation, et Clément ne se fit pas prier. « C'était à Stockholm, pendant que j'étais au Skansen, un jour, que j'avais le mal du pays, commença-t-il. Et il raconta l'histoire du tomte qu'il avait racheté pour le sauver de la captivité, l'arracher, à l'humiliation d'être mis en cage et contemplé par tous les badauds. Puis, il raconta comment sa bonne action avait été immédiatement récompensée. L'auditoire suivit son récit avec une stupeur toujours croissante. Et lorsqu'il arriva au moment où le laquais royal lui avait apporté de la part du roi le beau livre, les jeunes filles avaient toutes laissé tomber leur ouvrage et regardaient, immobiles, ébahies, celui à qui des choses aussi extraordinaires étaient advenues. Tout le monde conçut pour Clément une toute autre considération. Songez donc, il avait parlé au roi. Tout à coup, quelqu'un lui demanda ce qu'il avait fait du tomte. « Je n'ai pas eu le temps moi-même d'acheter un bol bleu, répondit-il, mais j'en ai chargé le vieux lapon. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. » À peine Clément eut-il dit ces mots qu'une petite pomme de pin vint lui frapper le bout du nez. Personne ne l'avait jeté. « Aïe, aïe, Clément !» dit la vachère. « On dirait que le peuple des petits écoute ce que nous disons. Tu n'aurais pas dû laisser à un autre le soin de préparer le bol bleu du tomte. » Chapitre 29. Le Västerbotten et la Laponie. Le pays en marche. Samedi 18 juin. L'aigle avait dit à Niels que la large bande de côte qui s'étendait sous leurs yeux était le Västerbotten et que les crêtes de montagnes qui bleuissaient très loin à l'ouest se trouvaient en Laponie. Le voyage sur le dos de l'aigle allait si vite qu'on avait souvent l'impression de rester immobile, surtout depuis que le vent qui le matin venait du nord avait changé de direction. La terre, au contraire, semblait reculer vers le sud. Les forêts, les maisons, les prés, les clôtures, les îles, les nombreuses scieries de la côte, tout était en marche. On eût dit que, lassé de demeurer si haut dans le nord, il déménageait vers le sud. Cette idée amusa Niels. Songez donc, si ce champ de blé qui semblait nouvellement ensemencé arrivait en Scanie, où le seigle à cette époque de l'année était déjà en épi. Et ce jardin, qu'en ce moment il apercevait, il y avait de beaux arbres, mais point d'arbres fruitiers, point de nobles tilleuls, ni de marronniers, rien que des sorbiers et des bouleaux. Il y avait de jolis buissons, mais point de sureaux, ni de cytises, seulement des putiers, des lilas. Il y avait un jardin potager, mais il n'était encore ni bêché, ni planté. Si un jardinier pareil venait se placer à côté du jardin d'un grand domaine de Sudermanie, il se sentirait pareil à un désert. La gloire du pays, c'étaient les puissants fleuves sombres, entourés de leurs vallées habitées, remplis de bois flottants, avec leurs scieries, leurs villes, leurs embouchures encombrées de bateaux. Si l'un de ces fleuves se montrait au sud du Dalelf, les fleuves et rivières là-bas s'enfonceraient sous terre, de honte. Et pensez donc, si une plaine pareille, aussi immense, aussi facile à cultiver et aussi bien située, passait sous les yeux des paysans du Smaland, ils abandonneraient pour la labourer en hâte leurs maigres lopins de terre et leurs champs pierreux. Une chose que ce pays possédait en abondance, c'était la lumière. Dans les marais, les grues dormaient debout. La nuit devait être venue, mais la lumière demeurait. Le soleil, lui, n'avait pas tiré vers le sud. Au contraire, il était monté très haut vers le nord, et ses rayons frappaient maintenant le visage de Niels. Il ne manifestait encore
aucune envie de se coucher. Pensez, si cette lumière, si ce soleil eût éclairé Vemmenhög, voilà qui ferait l'affaire de Holger Nilsson et de sa femme. Un jour de travail de 24 heures. Le rêve. Dimanche 19 juin. Nils leva la tête et regarda autour de lui, encore mal éveillé. Il était couché à un endroit qu'il ne reconnaissait pas. Jamais il n'avait vu cette vallée, ni les montagnes qui l'enfermaient de tous côtés. Il n'avait pas vu ce lac rond qui occupait le milieu de la vallée. Il n'avait jamais vu de bouleaux aussi misérables, aussi rabougris que ceux au-dessous desquels il était étendu. Et où était l'aigle ? Il ne l'apercevait nulle part. Quelle aventure ! Nils se recoucha et ferma les yeux. Puis il essaya de se rappeler ce qui était arrivé au moment où il s'était endormi. Il se souvint que Gorgo avait changé de direction et que le vent avait frappé de côté. Il s'était rendu compte que l'aigle l'emportait d'un vol puissant. « Maintenant, nous entrons en Laponie », avait dit Gorgo tout à coup, et Nils s'était senti très déçu en ne voyant que des marais infinis et des bois ininterrompus. La monotonie du paysage avait fini par l'assoupir. Alors il avait dit à Gorgo qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait besoin de dormir. Gorgo était descendu à terre, et Nils s'était jeté sur la mousse. Mais l'aigle l'avait saisi dans ses serres et était remonté. « Dors, poussé !» avait-il crié. « Le soleil me tient éveillé, et j'ai envie de continuer le voyage. » Et en dépit de l'incommodité de sa position, il s'était en effet endormi, et il avait rêvé. Il marchait sur une large route au sud de la Suède, aussi vite que pouvaient le porter ses petites jambes. Il n'était pas seul. À côté de lui marchaient des brins de seigle aux épis lourds, des bluets et de jaunes chrysanthèmes. Des pommiers cheminaient, ployant sous le fardeau de leurs belles pommes, suivis de haricots grimpants, pleins de cosses, et de véritables fourrés de groseilliers. De superbes arbres, hêtres, chênes, tilleuls, s'avançaient lentement. Ils tenaient le milieu du chemin, ne s'écartaient devant personne et faisaient bruire fièrement leur feuillage. Entre les pieds de Nils couraient des fleurs et des simples, fraisiers, anémones, trèfles et myosotis. En regardant mieux, Nils découvrit que des hommes et des animaux faisaient aussi partie du cortège. Des insectes voletaient parmi les plantes, des poissons dans les fossés de la route nageaient, des oiseaux chantaient dans les arbres en marche, des animaux domestiques et sauvages luttaient de vitesse, et au milieu de tout ce fourmillement de bêtes et de plantes marchaient des hommes, quelques-uns munis de bêches et de faux, d'autres de haches, d'autres de fusils de chasse, et d'autres encore de filets de pêche. Le cortège s'avançait allègrement, et Nils ne s'en étonnait point depuis qu'il avait vu qui était en tête. Ce n'était ni plus ni moins que le soleil lui-même. Il roulait sur le chemin comme une grande tête rayonnante de gaieté et de bonté, avec une chevelure formée de rayons multicolores. « En avant !» criait-il à chaque instant. « Personne n'a besoin d'être inquiet tant que je suis là. En avant ! En avant !» « Je me demande où le soleil veut nous mener, » murmura Nils. Un brin de seigle qui marchait à côté de lui avait entendu ces paroles et répondit. « Il veut nous mener en Laponie pour faire la guerre au roi du grand engourdissement. » Nils s'aperçut, au bout d'un moment, que plusieurs des marcheurs semblaient devenir hésitants, qu'ils ralentissaient le pas, qu'enfin ils s'arrêtaient. Il vit ainsi rester en arrière le superbe hêtre. Le chevreuil et le froment suspendaient en même temps leur marche, et aussi les ronces du mûrier sauvage, les marronniers et les perdrix. Surpris, Nils regarda autour de lui. Il découvrit alors qu'on ne se trouvait plus au midi de la Suède. La marche avait été si rapide qu'on était déjà en Svealand. En ce moment, le chêne commençait à avoir l'air soucieux. Il s'arrêtait, faisait quelques pas, puis de nouveau s'arrêtait net. « Pourquoi le chêne ne nous accompagne-t-il pas plus loin ?» demanda Nils. « Il a peur.
du roi du grand engourdissement, répondit un jeune et blond bouleau qui avançait, crâne et gai. Bien qu'on eût laissé beaucoup de monde en arrière, la marche n'en continuait pas moins courageusement. Le soleil roulait toujours en tête et répétait avec un grand sourire épanoui. « En avant! En avant! Personne n'a besoin d'être inquiet tant que je suis là. » Bientôt, on se trouva en Norlande, et le soleil eut beau appeler et sourire. Le pommier s'arrêta, le cerisier s'arrêta, l'avoine s'arrêta. Le gamin se tourna vers eux. « Pourquoi ne venez-vous pas? Pourquoi trahissez-vous le soleil? »« Nous n'osons pas. Nous craignons le grand engourdisseur qui demeure là-haut en Laponie, » répondait-il. Niels crut reconnaître bientôt qu'on avait pénétré en Laponie. Les rangs s'étaient singulièrement éclaircis. Le seigle, l'orge, le fraisier, le myrtille, les petits pois, le groseillier étaient restés fidèles jusqu'ici. L'élan et la vache avaient marché côte à côte. Maintenant ils s'arrêtaient tous. Les hommes suivirent encore un bout de chemin, puis la plupart s'arrêtèrent. Le soleil aurait été presque abandonné si d'autres compagnons ne s'étaient pas joints au cortège. Des buissons d'osier et une foule de petites plantes montagnardes, puis des lapons et des rennes, des chouettes blanches, des lagopèdes alpins et des renards bleus. Le gamin entendit tout à coup quelque chose qui, avec fracas, courait au-devant d'eux. C'étaient des fleuves et des ruisseaux qui s'échappaient en torrents. « Qu'ont-ils donc à se sauver si précipitamment ?» demanda-t-il. « Ils fuient devant le grand sorcier engourdisseur qui habite les fiels, » expliqua un lagopède femelle. Soudain, Niels vit se dresser devant eux une haute paroi sombre au sommet crénelé. À la vue de ce rempart, tous reculèrent, effrayés. Mais le soleil tourna vers le mur son visage radieux. Il apparut alors que ce n'était point un rempart qui leur barrait la route, mais une montagne magnifiquement belle, dont les pics s'élevaient les uns derrière les autres, rougissant au soleil, tandis que les pentes étaient bleu pâle, avec des reflets d'or. Le soleil les exhortait, roulant vers le sommet. « En avant! En avant! Pas de danger tant que je suis là !» leur disait-il. Puis, pendant la montée, il fut abandonné par le jeune et hardi bouleau, le pin vigoureux et le sapin têtu. Puis le renne, le lapon et l'osier l'abandonnèrent à leur tour. Enfin, lorsqu'on fut arrivé au haut de la montagne, seul le petit Niels Holgersson avait suivi le soleil. Le soleil roula vers une crevasse dont les parois étaient tapissées de frimas. Niels aurait voulu le suivre encore, mais un spectacle terrible le cloua sur place. Au fond de la crevasse était assis un vieux troll. Son corps était de glace, ses cheveux de glaçons, son manteau de neige. À ses pieds étaient couchés 3 loups noirs qui se levèrent et ouvrirent la gueule lorsque le soleil se montra. De la gueule de l'un d'eux sortit un froid pénétrant. De la gueule du second, un vent du nord, mordant. Et la gueule du troisième vomit de noires ténèbres. Voilà sans doute le grand engourdisseur et sa suite, pensa Niels. Curieux de voir comment se passerait la rencontre du troll et du soleil, Niels demeura au seuil de la caverne. Le troll ne bougea pas. Son sinistre visage de glace était fixé sur le soleil. Celui-ci, également immobile, ne faisait que sourire et rayonner. Un assez long moment se passa ainsi. Puis Niels crut voir que le troll commençait à s'agiter et à soupirer. Il laissa glisser son manteau de neige, et les 3 loups terribles hurlèrent un peu moins violemment. Mais soudain, le soleil poussa un cri. « Mon temps est écoulé !» et roula en arrière, hors de la caverne. Le troll lâcha ses loups. La bise, le froid et les ténèbres se jetèrent à la poursuite du soleil. « Chassez-le, repoussez-le !» criait le troll. « Poursuivez-le pour qu'il ne revienne plus jamais. Apprenez-lui que la Laponie est à moi. » Niels Holgersson avait été saisi d'un tel effroi à l'idée que le soleil serait chassé de Laponie
qu'il s'était réveillé en criant. Lorsqu'il se fut ressaisi, il vit qu'il était couché au fond d'une vallée de montagne. Mais où donc était Gorgo? Il se redressa de nouveau et regarda autour de lui. Ses regards tombèrent sur un curieux édifice de rameaux de pin élevé sur un gradin de la montagne. Ce doit être une aire, comme celle que Gorgo m'a décrite. Il n'acheva pas sa pensée. Il arracha son bonnet de sa tête et l'agita en l'air joyeusement. Il venait de comprendre où Gorgo l'avait porté. C'était cette région où les aigles avaient habité le haut de la montagne, les oies sauvages le fond de la vallée. Il était arrivé. Dans quelques instants, il reverrait le Jar blanc et Akka et tous ses compagnons de voyage. L'arrivée. Niels alla doucement à la recherche de ses amis. Toute la vallée dormait, le soleil n'avait pas encore paru, et Niels comprit qu'il était encore de trop bonne heure pour que les oies fussent éveillées. Au premier pas qu'il fit, il découvrit quelque chose de très joli. C'était une oie sauvage qui dormait dans un nid posé par terre. À côté d'elle se tenait le Jar. Il dormait également, mais il s'était posté de manière à être présent au moindre danger. Niels ne les dérangea pas et continua d'explorer les petites touffes d'osier qui couvraient le sol. Bientôt, il aperçut un nouveau couple. Ils n'appartenaient pas non plus à sa bande, mais Niels n'en fut pas moins content de les voir. C'étaient des oies sauvages. Il se mit à fredonner de plaisir. Il regarda ailleurs, et sous une autre touffe d'osier, il reconnut Nelja qui couvait ses œufs. Le Jar, à côté d'elle, ne pouvait être que Kolm. Il n'y avait pas à se tromper. Niels eut bien envie de les éveiller, mais il se retint. À un autre endroit, il trouva Viisi et Kuusi, et non loin d'eux, Iksi et Kaksi. Ils dormaient tous les quatre. Mais qu'est-ce qu'il y avait donc là-bas de blanc? Niels sentit son cœur battre de joie. Il courut. Au milieu de l'osier nain, Fine Duvette, petite et mignonne, couvait des œufs, et à côté d'elle se tenait le Jar blanc. Il avait beau dormir, même dans le sommeil, il semblait fier de garder sa femme dans les fiels de Laponie. Niels résista à l'envie de tirer de son sommeil même le Jar et continua son chemin. Il eut à chercher assez longtemps avant de trouver d'autres oies. Mais tout à coup, il remarqua sur une légère éminence quelque chose qui ressemblait à un petit tertre gris. Arrivé au pied du monticule, il reconnut Akka de Kebnekaise, qui, bien éveillée, contemplait la vallée, comme si elle était chargée de la surveiller tout entière. « Bonjour, mère Akka !» cria Niels. « Que je suis donc content de vous trouver éveillée. N'éveillez pas les autres, je pourrais ainsi causer seule avec vous un moment. » La vieille oie guide courut vers Niels. D'abord elle le saisit et le secoua, puis elle le caressa du bec, du haut en bas, puis le secoua encore une fois. Toutefois, elle ne dit rien, puisque Niels lui avait demandé de laisser reposer les autres. Poussé embrassa la vieille mère Akka sur les deux joues, puis il se mit à lui raconter ses aventures au Skansen. « Savez-vous qui j'ai trouvé captif là-bas ? Smir, le renard, à l'oreille entamée. Bien qu'il ait été mauvais pour nous, je n'ai pas pu m'empêcher de le plaindre. Il languissait sans la liberté. J'avais beaucoup d'amis là-bas, et un jour j'appris par le chien Lapon qu'un homme était venu au Skansen demander à acheter des renards. Il était d'une île éloignée de l'archipel de Stockholm. Là-bas, dans son île, on avait exterminé tous les renards, et voilà que les rats s'étaient tant multipliés qu'on regrettait les renards. Dès que j'eus appris cette nouvelle, je courus à Smir et lui dis « Demain, Smir, il viendra des hommes chercher un couple de renards. Ne te cache pas alors, mais laisse-toi prendre. Tu retrouveras ainsi ta liberté. » Il a obéi à mon conseil, et à ce moment-ci, il doit être libre de nouveau et courir dans l'île. Qu'est-ce que vous en dites, mère Akka? Ai-je bien fait? C'est ce que j'aurais voulu faire moi-même, approuva l'oie. Je suis bien aise que vous m'approuviez, continua Niels. Il y a encore une chose que je voulais vous demander. J'ai vu un jour apporter au Skansen Gorgo, l'aigle. Il avait l'air piteux,
et j'ai songé à limer quelques fils de fer de sa volière pour le laisser sortir. Puis je me suis dit que c'était un dangereux brigand, un mangeur d'oiseaux. Je ne savais si j'avais le droit de le relâcher, et j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux le laisser où il était. Qu'en pensez-vous, mère Akka? Je n'ai pas eu tort, n'est-ce pas, de raisonner ainsi? Tu as eu tort, répondit Akka, sans hésiter. Quoi qu'on dise des aigles, ce sont des oiseaux fiers et qui aiment la liberté plus que tous les autres animaux, et l'on ne doit pas les retenir captifs. Sais-tu ce que je te proposerai? Dès que tu seras reposé, nous deux, nous ferons un voyage jusqu'à cette grande prison d'oiseaux pour que tu délivres Gorgo. J'attendais de vous ce mot-là, mère Akka, dit le gamin. On dit que vous n'avez plus d'affection pour celui que vous avez élevé avec tant de peine, parce qu'il vit comme sont forcés de vivre les aigles. Je vois bien qu'on se trompe. J'irai maintenant voir si le jar blanc est enfin réveillé. Si pendant ce temps vous vouliez remercier d'un mot celui qui m'a rapporté parmi vous, vous le trouverez, là-haut, sur le gradin où vous avez une fois trouvé un petit aiglon abandonné. Bonjour et bienvenue dans l'avant-avant-dernier vlog lecture sur le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Je suis bien contente d'avoir continué la lecture puis d'avoir choisi ce bouquin. Je sais pas je sais plus comment il est arrivé dans ma vie ce livre. Je sais que je l'ai acheté d'occasion quelque part. J'ai dû me dire tiens c'est quoi ça Enfin vraiment l'occasion qui fait le larron. Je sais que j'ai acheté d'occasion. Je sais plus où exactement, mais très bonne découverte, sans déconner, très bonne découverte. D'ailleurs, je l'ai à côté de moi. Donc, on a lu 4 chapitres. Les chapitres 26, 27, 28 et 29. Ça en fait des petits paquets. Hein. En plus, il y en a plein qui sont découpés en plusieurs petits morceaux. Et donc, on a lu... Je reviens en arrière. Il va rester 7 chapitres. La semaine prochaine, je vais en lire 3. Et la semaine suivante, je lirai les 4 derniers. Et la semaine encore après, comme je vous l'avais dit, mais je ferai un petit comparatif parce que là, je n'ai pas préparé le truc. Je vous avais dit que ma version numérique compte 36 chapitres. Et la version papier, elle en compte, je crois, 41. 42. Donc, je ferai... tant pis, ça sera un peu dans le désordre, mais on va dire qu'on va faire un petit itinéraire bis après la fin de l'histoire pour rattraper en quelque sorte les chapitres manquants. Donc, tiens, je vais faire une pause, je vais regarder... Je fais une pause et je regarde. Bonjour. Donc, ça y est, j'ai repéré les 6 chapitres qui me manquent. Et alors, ils sont pas tous au même moment. Si vous voulez, c'est pas une coupe franche. J'ai l'appât, le vieux bachot, plus loin le beau jardin, plus loin encore le partage de l'héritage dans les districts miniers et l'ours et l'acierie. Bon, alors j'ai fait mon petit calcul à la mort moelle-neu. J'ai un chapitre. Je vous refais un petit récap. Je pense que les chapitres manquants, je vais les lire à la fin quand j'aurai fini le livre numérique. Je vous les lirai en 2 fois. Je vais lire d'abord l'appât, le vieux bachot et un peu plus loin le beau jardin. Ça fait 24 pages. Et le samedi suivant, je lirai le partage de l'héritage dans les districts miniers et l'ours et l'acierie. Et là, ça fait 26 pages. Donc, c'est 26 pages papier comme ça. C'est écrit petit. Ouais, à vue de nez, je pense qu'on peut à peu près y être. Mais comme je vous le disais,
C'est pas le même format, donc je me rends pas trop compte. Là, j'ai lu de la page 301 à la page 345. Oh, bah il y a peut-être moyen que je lise tout d'un coup, mais ça sera grand. On verra. On verra. Donc, nous avons découvert que Aka de Kebnekaise, on ne sait pas trop en fait si elle a déjà des enfants, mais elle a peut-être une petite propension à en adopter un petit peu. Excusez-moi, je rebascule. Je trouve ça super mignon le fait qu'elle ait pris en charge le petit aiglon alors qu'elle avait que c'est potentiellement un de ses prédateurs qui pourrait la bouffer en étant adulte. Après, il y a l'imprégnation. Je pense qu'il y a moyen qu'un oiseau en élève un autre et que l'autre oiseau qui n'est pas de la même espèce pense que c'est l'oiseau nourricier son parent et que du coup lui c'est le même oiseau. Je pense qu'il y a moyen, hein. C'est comme des fois les petits pupious quand ils se font nourrir par des gens, ils prennent la personne qui le nourrit et qui l'élève pour son parent. Donc peut-être que... Je pense qu'il y a moyen. J'ai trouvé ça très mignon. Et là on a encore... je ne sais pas si vous avez remarqué au fil des chapitres, mais on a vu plusieurs types d'oiseaux, les cygnes notamment qui étaient... Ce sont des cygnes, quoi, c'est un peu les aristos. Les corneilles qui ont l'air plutôt être des brigands, quoi. Les petits pious qui ont l'air plutôt tout mignons. Mais je trouve qu'on est vraiment sur de la fantaisie animalière et avec une réelle caractérisation, déjà en fonction des espèces et je pense aussi en fonction de quel animal de cette espèce c'est. Parce que Aka, elle n'a pas le même caractère que Fine Duvette ou que... j'ai oublié le nom du jarre blanc, Martin. Et il y a vraiment un travail là-dessus pour donner un caractère précis à chaque animal et je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment mignon. Et Gorgo, j'ai bien aimé son histoire, j'ai trouvé ça chou. C'était coco, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Donc le fait qu'il est presque devenu une oie, mais que ça explique aussi comment, parce que quand je vous ai laissé la semaine dernière, en fait, on savait pas comment Nils il allait rejoindre les oies. Elles ont dû chercher, je pense, on le saura sans doute dans les chapitres suivants, mais on savait pas. Nils, il savait juste la destination, à savoir la Laponie, mais la Laponie, c'est pas une ville, quoi. C'est comme vous dire, je vais aller en Alsace. Ouais, où? Mais bref, franchement, je trouvais ça mignon. Et il n'y a pas le même rapport, il est un peu plus brut de décoffrage, Gorgo, je trouvais ça assez chou. J'ai beaucoup aimé son rêve avec le soleil aussi. Avec déjà tous les gamins qui sont partis planter des arbres au sommet de la montagne où il y avait une forêt qui avait brûlé, compagnie. Tout le rêve aussi avec le soleil, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était vraiment super chou. Puis il est tellement... oh, mais j'adore ce gosse. Qu'est-ce qu'il a évolué. Il est chou quand même, ce gamin-là. Il est chou. Je vais pas faire un vlog lecture trop long parce que déjà il est tard. Ensuite, je pense que c'était déjà assez long avant. Donc, j'ai pas envie de vous fatiguer. Il reste du coup 2 vlogs lecture pour finir le livre numérique et 1 ou 2, je sais pas encore, pour finir les chapitres manquants qui sont présents dans le livre papier. Bon du coup ça sera peut-être un peu décousu, mais au pire, au début de chapitre, je vous ferai un mini récap de quelques phrases pour vous dire à peu près où ils sont, sachant que on a... Je retourne vite fait. C'est un peu après la mort de la paysanne, si vous vous souvenez. On a l'appât et le vieux bachot qui se suivent. Donc c'est après la mort de la vieille paysanne, un peu après. On a encore la prédiction et le lait de bure. Là, c'était la femme qui avait fait qui était un peu voyante, là, un peu sorcière.
Et après, on a le beau jardin. Après l'histoire de Poil Gris, on a le partage de l'héritage dans les districts miniers et l'ours et la Syrie qui là se suivent. En gros, c'est les chapitres 28, 29, non, n'importe quoi. Ce sont les chapitres 17, 18, 21, 25, 26, 27. Donc, à la limite, je vous ferai un tout petit récap pour vous dire qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe entre des chapitres qui ne se suivent pas immédiatement. Et bon, ça a été un petit peu boiteux, mais je m'en suis pas rendu compte et j'avais dépassé la lecture, donc pas trop le choix. Puis j'ai envie de le finir. J'ai envie de tout lire. Après, il y a peut-être 2 versions différentes de ce livre-là. Je sais pas. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, j'aime beaucoup ce voyage. Je trouve que c'est très habile. Il y a vraiment une certaine habileté entre le voyage, entre guillemets, le tour de la Suède, quelles essences d'arbres, comment dire, les métiers des hommes, s'il y a des fermes, des aciéries, etc. Tout le côté aussi animaux, végétaux qui sont dans les régions et les contes qui sont ajoutés, je trouve ça vraiment mignon, avec un petit peu aussi de tradition. Il y avait un truc autour de la lumière par exemple. Non, c'est vraiment top, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis très contente. N'hésitez pas si vous avez connaissance d'autres romans qui vont traiter de contes comme ça à me les dire. Parce que moi, franchement, je kiffe grave. Hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite du Fantôme de l'Opéra pour ceux qui me suivent. Et à lundi aussi pour ceux qui me suivent également pour la suite de la traduction des caractères de Théophraste par La Bruyère avant qu'on attaque les caractères de La Bruyère. C'est peut-être moins passionnant comme lecture, mais je trouve qu'il y a de très belles phrases. Ça fait assez réfléchir en fait sur la manière de se comporter. Je trouve ça assez pas mal, c'est assez intéressant. Passez un très bon samedi, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!